BFM Business et la CPME présentent Impact PME l'Hebdo avec Philippe Bloch. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette troisième saison d'Impact PME, le grand rendez-vous des PME organisé par la CPME et BFM Business. Au cours des 8 prochaines semaines, je vous propose de partir à la rencontre de ces dirigeants de PME et de TPE pour analyser avec eux les défis de la relance économique qui est en train de s'installer en France et voir la façon dont ils ont surmonté cette période exceptionnelle et dont ils y font face, bien sûr entourés des meilleurs experts dans les semaines qui viennent. En plus, bien sûr, le 15 décembre prochain, nous nous retrouverons au Carreau du Temple, à Paris, pour une grande journée d'inspiration, d'échanges et de conseils. Mais je vous propose tout de suite de découvrir nos 3 premiers invités, puisque j'ai la chance d'accueillir Christian Porcher. Bonjour Constant. Christian. Constant Porcher. Bonjour Constant, c'est la première. Bonjour Philippe. Je ne suis pas encore rodé. Constant Porcher, la première de la saison, effectivement. Président de la CPME du Loiret et dirigeant du groupe SIM, qui est un groupe de travail temporaire. On va en parler ensemble. Olivier Tran, fondateur de Biscornu. Biscornu, un nom bizarre, mais vous allez nous expliquer ce que vous faites. Absolument. Et Christian Georges, qui est le cofondateur et président d'Omi et compagnie. Et là aussi, vous allez nous raconter très vite ce qu'est cette entreprise dont on voit déjà quelques produits sur le plateau. Constant, un mot sur le groupe SIM. Sur le groupe SIM, c'est une entreprise que j'ai rachetée en 2008. Il y avait une agence. Et puis, au fur et à mesure du temps, nous avons construit plusieurs agences. Maintenant, nous travaillons dans tous les secteurs d'activité. L'industrie, la logistique, qui sont nos cœurs d'activité, qui sont extrêmement consommateurs sur mon bassin d'activité, de main-d'œuvre, puisque ça risque d'être le sujet. Et puis après, par déclinaison, la cosmétique, la pharmaceutique, le bâtiment, les travaux publics, le tertiaire. Donc on balaye l'ensemble des secteurs d'activité, ce qui nous donne une belle vue sur les problématiques du recrutement en ce moment. Et on parlera notamment des attentes des collaborateurs aujourd'hui, puisqu'on va s'intéresser, vous allez voir, au sens aujourd'hui, qui a été une des grandes leçons de cette période de crise sanitaire. Olivier Tran, Biscornu, un nom bizarre, oui. Mais pour dire quoi? Pour faire quoi? On peut être biscornu et droit dans ses idées, c'est sur votre site. Alors qu'est-ce que Exactement. vous faites? Alors Biscornu, c'est une petite entreprise adaptée. On fabrique des verrines de plats préparés, de plats de chefs étoilés, des recettes de chefs étoilés qui sont données gracieusement pour des jeunes en situation de handicap. Et donc l'idée, c'est de pouvoir transformer l'exclusion des personnes qui sont exclues de la société aujourd'hui parce qu'elles sont handicapées, porteurs de différences, qui ne rentrent pas dans le cadre. Et nous, on veut porter ces jeunes-là au devant de la scène à travers des plats d'excellence et avec un modèle d'excellence aussi, puisque ce sont que des recettes qui vont concerner des ingrédients bio, de saison, locaux et sans conservateurs, sans additifs chimiques. Voilà, on va porter un modèle également anti-gaspillage et zéro déchet avec Biscornu. Et je vois aussi que vous voulez que vous engagez à offrir un monde plus optimiste à nos enfants. J'adore le concept. Christian Georges, Omi et compagnie, on a des produits là, mais ce n'est pas votre première aventure, on va y revenir. Mais qu'est-ce que c'est qu'Omi et compagnie? C'est une marque alimentaire justement qui reprend le sens, donc qui va enlever le surchoix, le surpackaging, qui va revenir à l'essentiel, raccourcir les distances entre les gens qui fabriquent les produits et puis les consommateurs. Et donc on a refabriqué les essentiels qui sont dans nos cuisines, les cookies, les pâtes, le riz, le ketchup. Et du coup, on les apporte directement dans la cuisine sans passer par des intermédiaires, ce qui nous permet d'avoir un prix d'atterrissage extrêmement raisonnable et un rapport qualité-prix très, très bon. Alors, on va voir comment vous faites et comment vous réussissez cette prouesse. Mais essayons un peu de thématiser cette émission, parce qu'au fond, ce que nous a montré cette période un petit peu folle qu'on a vécue, c'est que tout le monde s'accorde à reconnaître que le Covid a changé une chose, c'est qu'elle a renforcé une tendance déjà très présente, mais qui était un peu un truc de millennials jusqu'à présent, qui est la quête de sens, le fameux why qui fait qu'on se lève le matin, mais qui a des incidences majeures, parce que pour la marque employeur que vous représentez, pour les entreprises qui sont vos clientes, pour les salariés d'Olivier, pour l'aventure qui est Omi et compagnie, ça a un impact absolument majeur, et ça me paraît intéressant qu'on commence un peu sur cette thématique et qu'on voit comment chacun d'entre vous l'intègre à la fois dans sa vie d'entrepreneur et puis aussi dans ses stratégies d'entreprise. Alors, on peut peut-être venir sur vous, parce que Christian, ce qui m'a frappé, puisqu'on s'est rencontrés il y a quelques semaines, c'est que ce que je disais tout à l'heure en disant que vous avez créé, je disais 9, mais il y en a peut-être eu plus. Combien de sociétés avez-vous créé? Non, 9. Ouais. 9, c'était déjà pas mal quand même, globalement. Vous êtes un serial entrepreneur. Un nom évidemment connu, Vestiaire Collectif, très beau succès, que vous avez quitté il y a quelques années, il y a 3 ans, je crois, à peu près. Exactement. C'est ça. Ce qui est intéressant, et c'est ça qui m'a donné envie de vous avoir dans l'émission aujourd'hui, c'est que entre-temps, vous passez par une aventure plus financière, la blockchain. Puis à un moment, vous dites, est-ce que c'est ça qui va motiver le matin? Et vous avez créé une Bicorp. Alors, comment on passe du blockchain à une Bicorp qui est Omi et compagnie? Eh bien, c'est vraiment un projet personnel. C'est-à-dire que la précédente boîte dans la blockchain est une très belle entreprise qui se développe extrêmement bien.
Mais j'avais très envie. Donc, Vestiaire Collectif, c'est plusieurs centaines de collaborateurs, c'est beaucoup de pays dans le monde. Très grosse aventure, très belle aventure financière. Exactement. Donc, je suis encore actionnaire. Très bien. Et donc, l'un des, je pense, joyaux français de l'économie collaborative. Absolument. Et on a montré, en fait, que la seconde main était un axe qui allait exister. Je pense Absolument. que l'entreprise sera encore là dans 50 ans. À l'époque, vous aviez déjà en tête, là c'est sur l'économie circulaire globalement, Oui, monté en c'était déjà 2009, une préoccupation quand vous avez créé Vestiaire Collectif ou pas? On est vraiment né sur un business de crise, les subprimes, il y a de l'argent dans vos placards, et donc donnons de la liquidité. D'accord. Nous, on a créé en fait ce qu'il fallait, et sur le chemin, on s'est rendu compte en fait que cet axe sustainability, donc développement durable, Bien sûr. était un axe important qui prenait de l'espace, et ça nous a beaucoup boosté. Jusqu'à aujourd'hui où Vestiaire est devenu une Bicorp également. Et expliquons ce qu'est Bicorp, tout le monde ne connaît pas forcément, je ne sais pas si Non. vous connaissez Bicorp. Expliquez à Constance ce qu'est Bicorp. Vous connaissez Olivier, une Bicorp? Non plus, non. Alors allez-y. C'est en France, vous connaissez peut-être la loi Pacte, qui a permis aux entreprises de devenir entreprises à émission. Oui. Bicorp, c'est un label américain qui justement permet aux entreprises d'intégrer à leur modèle, qui souvent est faire du profit, deux composantes autres, qui sont le faire du profit toujours, mais en respectant la planète et en respectant les hommes en fait. Et du coup, la Bicorp, c'est un label, il y a 250 questions, on est noté dessus, et puis on va regarder si, en termes de gouvernance, en termes d'impact, en termes de mesures, de développement durable, etc., on coche en fait différentes cases, et chaque 2 années, on doit progresser. C'est extrêmement exigeant. Hein, Extrêmement d'être Bicorp. exigeant, Et le tout à rester est extrêmement exigeant. Aujourd'hui, Omni Company, c'est quelques 70 partenaires, 160 produits, Exactement. vendus en circuit court, en Oui. ligne et directement sur votre site, c'est ça l'idée? Exactement. Nous, on a rassemblé des savoir-faire, à la fois chez des paysans qui fabriquent des ingrédients, du quinoa, ou des oignons, des fraises. Qui sont, j'imagine, évidemment bio, organiques, systématiquement ou pas? On est Pas souvent, forcément. on est souvent bio Oui, et on est toujours agroécologique, d'accord. Ok. qui est les sols vivants, le respect de la terre et qui est vraiment, je pense, le mouvement qui vient compléter en fait le bio aujourd'hui pour nous assurer en fait qu'on aura des sols vivants dans 50 ans et qu'on pourra manger des bons produits avec des vraies fraises qui ont du vrai goût. En fait. Alors, vous nous direz peut-être après comment, justement, cette aventure d'entrepreneur, la 9e que vous vivez, est vécue différemment en étant Bicorp et avec toute cette ambition large d'ailleurs. Tout à Mais on fait. va peut-être d'abord faire le tour de l'aventure d'Olivier aussi pour que vous nous racontiez, vous, ce qui a été votre motivation, parce qu'il y a aussi une dimension personnelle, je crois, dans votre aventure. Oui, oui, en On fait, peut peut-être raconter si vous, oui, si vous en êtes d'accord. on peut absolument raconter ça. Moi, j'ai créé donc cette entreprise parce que j'ai une situation personnelle qui est un peu particulière. J'ai un enfant qui est porteur de handicap, qui est autiste sévère et qui n'est plus du tout en situation d'être scolarisé ou accompagné depuis 3 ans. Donc, il reste à la maison. Et ça devenait intolérable. Donc, j'ai décidé justement de quitter une carrière dans l'industrie l'année dernière pour lancer cette entreprise et leur donner un avenir. En tout cas, essayer de donner confiance à ces jeunes qu'ils pouvaient avoir un rôle à jouer, une place dans notre société. Donc ça, c'est un peu le contexte de départ. Mais vous créez une entreprise sur un métier que vous ne connaissiez absolument pas. Et non, parce Poussé que... par cette seule motivation. Exactement. C'est de trouver du temps pour vous occuper de votre enfant. Exactement. Donc, en fait, c'est une motivation très profonde. La quête de sens, pour moi, elle était multiple. En fait, j'ai 3 enfants et on va dire que la création de cette entreprise, elle a pour vocation de donner confiance à mes 3 enfants. Donc, le premier, il est en situation de handicap, mais les 2 autres, ils sont angoissés un peu de l'avenir avec le dérèglement climatique et les événements qu'on connaît de plus en plus. Et donc, je voulais porter un peu un projet qui leur permettrait de dire que les parents ou les grands pouvaient également contribuer à une transformation de Vous voulez qu'ils société. soient fiers de vous? Et ben, C'est ça l'idée ? je voulais surtout leur donner de l'espoir et qu'ils aient envie de s'investir, de s'engager, de se battre un peu dans notre société pour des valeurs et pour la transformer, pour la rendre plus vivable, tout simplement. Et du coup, l'idée de faire travailler des gens en situation de handicap est née de ce constat, de cette envie. Alors le En constat, c'est plus que... de trouver une forme de liberté d'entrepreneur. C'est ça. en créant Alors, votre entreprise. le constat, c'est que malheureusement, en France, on a trop peu d'institutions et d'accompagnement de cette différence vers l'emploi ou vers l'apprentissage. Donc, on a mis de côté beaucoup d'enfants qui ont beaucoup de trésors et de talents en eux et qu'on n'exploite pas malheureusement, parce qu'on a un fonctionnement, une éducation qui malheureusement nécessite un certain savoir. Et ce savoir-là, il n'est pas forcément partagé par tous ces enfants. Alors, on va essayer, nous, de créer, on va dire, une voie d'apprentissage, un langage commun pour accompagner ces enfants vers un métier. Donc, on a créé une association et une entreprise, et les deux vont coexister vers ce chemin d'apprentissage et d'insertion dans la vie professionnelle. L'association, elle va donner ces moyens-là en créant une méthode qui consiste à représenter par des dessins les opérations pas à pas d'une tâche élémentaire d'un métier donné.
Donc on commence par la restauration et on va expliquer par des dessins comment l'enfant doit se positionner par rapport à son plan de travail et comment il doit effectuer les gestes et comment il doit opérer les actions dans l'ordre. Cette Voilà. entreprise, en peu de temps, elle a déjà bien démarré en fait. Et j'ai goûté vos produits, ils sont top. Ah, c'est gentil. Ah ouais, ils sont délicieux. Elle a démarré quand? Elle en est où? Très vite, en un mot. Alors en un mot, on a créé l'entreprise en juillet de l'année dernière, en juillet 2020. On a eu une période de recherche et développement sur des recettes qui C'est sont... gonflé, en plein post-sortie du premier confinement. Exactement. Ouais. C'était au moment où il y avait justement plus personne dans les entreprises, alors que les plats qu'on préparait étaient à destination des entreprises. Dans les bureaux, oui. Voilà, donc là, ça a été une période où on a fait beaucoup de recherche et développement. On a commencé à commercialiser sur des marchés, puisque c'était là où on pouvait rencontrer un premier public. Et puis effectivement, ça a commencé à s'ouvrir ce mois de fin août et début septembre, avec la reprise de l'activité. En France et sur ce premier mois, on a effectivement eu beaucoup d'activités. Il y a déjà une quinzaine de salariés, je crois, à peu près. Et là, on a une vingtaine de salariés. Déjà une vingtaine. De salariés. Ouais. Je ne l'ai pas dit, Christian, mais vos produits sont top aussi, hein, parce que j'en ai goûté un ou deux aussi. Ils sont très Merci bons. de le rappeler. Constant Porcher, je commençais à évoquer un petit peu l'évolution des attentes des Français post-Covid en termes de motivation, de ce qui les fait se lever le matin. Est-ce que vous ressentez, vous, chez vos clients et chez vos collaborateurs, ce que j'appelle une quête de sens, mais ça va beaucoup plus largement. Qu'est-ce qui change sur le métier de l'emploi? La marque employeur, comment doit-elle évoluer aujourd'hui pour attirer les talents dans ce nouveau monde dont on ne sait pas si c'est encore le monde d'après, le monde d'avant, on n'y comprend plus grand-chose, mais dans ce monde d'aujourd'hui en tout cas. En tout cas, une chose est sûre, c'est le monde d'après Covid. Oui. Et la quête de sens est devenue quelque chose de très important, puisque, on en parlait juste avant, vous avez dit, on n'attendait pas une telle reprise. Effectivement, les besoins en ressources humaines, ils sont monstrueux. On parle d'1 million, on a passé le cap du million à Pôle emploi. Mais en réalité, quand on parle dans les territoires à nos entreprises, c'est beaucoup plus, puisque tout n'est pas publié à Pôle emploi. Donc le candidat, en général, que ce soit des permanents pour nous, des intérimaires ou vos recrutements, ils sont sursollicités. Et le paradigme a complètement changé par rapport à l'avant-Covid. C'est que maintenant, il faut les séduire pour les faire venir. Et les séduire pour les faire venir, eh bien, c'est pas évident. Il faut vraiment se poser des questions de qu'est-ce que notre entreprise peut apporter. Et là, c'est pas simple parce que ça dépend qui on cible. Vous savez, les générations Z vont avoir des besoins qui sont très proches de l'effet de groupe, qui sont complètement instables. D'ailleurs, la stabilité dans l'emploi est un sujet prépondérant. Et c'est pour ça que la quête de sens peut stabiliser tout ça. Oui, parce que les attirer est au moins aussi importante que les garder en ce moment, non? Absolument, parce que quand il y a guerre des talents... Évidemment. Et en plus, vous avez une guerre qui se fait entre confrères dans les mêmes secteurs d'activité, où c'est le grand mercato, en fait, en ce moment. Ouais. Alors, il y a une autre chose que j'entends de plus en plus souvent, c'est que, d'ailleurs, un truc qui me surprend, mais vous dites que c'est pas exactement pareil Paris-Province, mais pour autant, il paraît que maintenant, dès que l'on postule, premier truc qu'on pose comme question, est-ce que vous avez un accord de télétravail? Je ne sais pas si c'est vrai par contre, mais ce qui est intéressant, c'est que ce sur quoi je veux vous emmener, c'est qu'en fait, il se passe une espèce d'inversion où finalement on a le sentiment que le management rentre dans un process où le client est un salarié. C'est-à-dire que le salarié se comporte comme un client. Oui. Tu me donnes ce que j'attends du job en termes d'horaire, de confort, de style de vie, de sens. Oui. Bah sinon, je trouverais une autre solution, quitte à peut-être à créer ma boîte. Parce qu'il y a aussi eu 1 million de créations d'entreprises qui ne sont pas que des auto-entrepreneurs, qui sont des livreurs chez Deliveroo et Uber Eats. Il y a beaucoup de gens qui changent de vie parce qu'ils ne trouvent pas le sens, justement. Vous observez cette difficulté croissante? Énormément. Hein. De toute façon, par nécessité. Début Covid, il y a un exemple qui est flagrant. C'est quand on nous dit qu'il manque plus de 100 000 postes dans les métiers de l'industrie de l'hôtellerie. Oui. Ce sont des gens qui ont trouvé un sens dans un nouveau métier. En grande partie, moi, ce qui concerne... souvent le leur, d'ailleurs, qui ont créé leur job, qui ont créé leur Pas métier. Forcément. Non, il y en a beaucoup. Alors moi, par exemple, je vais vous parler de mon territoire, qui est un territoire vraiment irrigué par la logistique et l'industrie, puisqu'on a un bassin central en France avec les nœuds autoroutiers. Donc, effectivement, on a cette partie logistique. Et on constate que beaucoup de gens qui étaient dans des métiers durs, qui sont passés dans l'industrie ou la logistique, ne reviendront pas dans les métiers de l'hôtellerie. Dans la restauration. Parce qu'ils ont trouvé un sens. Oui. Et le sens, alors souvent, ce qui ressort sur ces gens-là, c'est le salaire. C'est le salaire. Oui. Et c'est le rythme horaire. Quand vous travaillez dans les métiers de la restauration, vous n'êtes pas sûr de rentrer chez vous à telle heure, vous n'êtes pas sûr d'avoir tout ce confort, de pouvoir vous occuper de vos enfants, etc. Quand vous êtes en 5-8, vous allez être au SMIC en plus, quand vous êtes en 5-8 dans une industrie qui est plus ou moins valorisée, eh bien, vous allez avoir 2-3 fois le SMIC en rentrant avec des horaires fixes, que ce soit du 5-8 ou de la nuit, mais des horaires fixes dont vous ne dépasserez jamais. Ces gens-là, on ne les récupérera pas. Là, ils ont trouvé un sens qui est différent. C'est pour ça que cette quête de sens, il faut l'adapter en fait à chaque génération. Et il faut aussi en parler côté patron, parce que moi, je trouve que, sorti de période Covid, il n'y a pas eu une perte de sens, mais on a senti un épuisement qui s'est ressenti dans cette quête de sens. Chez les entrepreneurs ? Chez les entrepreneurs, en général. Les dirigeants. Oui. Et vous savez que la CPME, d'ailleurs, maintenant, surveille le moral des dirigeants, avec l'Observatoire à Maroc, à Montpellier.
Dont Olivier Torres, qui s'occupe de ce sujet depuis Exactement. longtemps, dit qu'il y a plus d'études sur la santé des baleines bleues que sur la santé des dirigeants dans le monde. Mais Donc, oui, mais il a effectivement, complètement raison. Ça veut dire c'est que un sujet. le carburant de l'économie, on le néglige, mais il faudrait peut-être surveiller sa santé quand même. Absolument. Je reviens vers tous les deux, vers Olivier et Christian, parce que vous avez eu une vie avant et une vie maintenant. Vous, comme salarié, mais entrepreneur, vous, toujours entrepreneur. Qu'est-ce qu'on fait de différent Christian, Georges, qu'est-ce qu'on fait de différent d'une entreprise qui n'avait pas l'ensemble de ses ambitions ou de cette vision ou de cette... je reviens sur la quête de sens et que vous faisiez avant en tant qu'entrepreneur. En quoi votre vie est-elle différente? Vos salariés, en quoi sont-ils différents? Votre mode de fonctionnement? Là, j'ai eu en fait la chance de construire l'histoire From de scratch. nouveau Ouais. et de mettre justement le propos, la raison d'être de l'entreprise avant tout. Vous nous la citez, elle existe, elle se résume en quelques mots, la raison d'être? Oui, Dominique nous, Compagnie. on a choisi l'alimentation comme levier d'impact positif sur la société. D'accord. L'alimentation, c'est 27% des émissions de CO2 en France. C'est un sujet de santé, c'est un sujet écologique, c'est un sujet économique, D'accord. avec la justice de rémunération des faiseurs. Donc c'est un très très beau levier d'action. Ouais. Et donc ça, c'est le propos de l'entreprise en fait. Et on l'a créé pour utiliser l'alimentation et avoir un impact positif sur ces différentes dimensions. Donc ça, c'est extrêmement clair et ça a été écrit au départ. Et c'est à la genèse, donc j'ai écrit ma thèse de pourquoi je relançais une entreprise et quelle était l'idée derrière et ce qu'on voulait en faire. Et les associés, puis l'équipe s'est réunie autour de ça en fait. Donc on n'est pas du tout sur les principes un peu plus pratiques que vous évoquiez, Constant. On est vraiment sur la genèse de cette structure. Peut-être un peu plus clairement que l'était un corps vestiaire, à un propos, une raison d'être qui existe. Et autour de ça, on rajoute des talents, des compétences, des envies. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elle a été créée pendant la crise Covid, adaptée pour cette phase. Non, ça fait 2 ans. Et en fait, on a lancé l'entreprise pré-crise Covid. Et après, on s'est rendu compte, ça a beaucoup accéléré la livraison de nourriture à la maison, bien entendu. Et donc, on a fait plein de mutations. On est parti en télétravail parce qu'on a zéro choix. Soit on montait pas l'entreprise, soit justement, on acceptait qu'il y ait des salariés qui soient à Lyon, C'était un problème de Lille. l'accepter parce que Non, pas du tout. j'en parle parce qu'il y a un énorme problème comme le défi du management français face au télétravail, c'est leur capacité à faire confiance. Absolument. Et on sait que c'est un truc qui n'est pas du tout français. Donc je ne sais Bah, pas le- si c'est un sujet ou pas dans une entreprise comme la vôtre, comme Omni et compagnie. Nous, on est très transparent. On a une culture de transparence, de gouvernance en fait assez novatrice, hein, dans laquelle on met vraiment les employés au cœur. C'est un peu comme si ce comité d'employés que vous prenez souvent quand vous êtes 50, 200, etc. On l'intégrait dès le départ. Donc, on a vraiment cette volonté de construire ensemble l'entreprise. Ça crée une énorme force. Donc, dans Vestiaire, la quête de sens des employés, donc Vestiaire Collective, mon entreprise d'avant, C'est collectif. je l'ai vu arriver, enfin on l'a vu arriver tous, hein, c'était déjà il y a 10 ans. Et grandir. C'est-à-dire que dans l'univers plus start-up où il y a beaucoup de tensions sur les métiers technologiques ou les bonnes personnes au marketing, il y a déjà 8 ans, on nous disait non mais pourquoi la boîte elle existe, à quoi elle sert? Et du coup, les plus belles écoles et les plus beaux diplômés en fait choisissaient Mais c'est ça, déjà ils sont- leur entreprise en fait. Ils se comportent comme des clients, en fait. C'est ça, ils choisissent. Et c'est tout à fait normal. Hein. ouais, Et bien sûr. donc, mes enfants ont aussi cette volonté, en fait, moi je leur montre comme vous le faites, cette volonté, en fait, de donner vraiment du sens, de la compréhension, c'est-à-dire que le profit suffit plus. C'est-à-dire il faut bien sûr du profit, c'est indiscutable, Sinon, indégossiable. il n'y a pas c'est d'avenir. une entreprise. Il n'y a pas de Ouais, pérennité. il y a pas de Et pérennité. derrière, il faut donner du sens autant que les gens y passent. Et en fait, ce qui est magique, hein, et je finis là-dessus, Non, je vous en prie, je vous en prie. c'est que, en fait, ça décuple la valeur apportée à l'objet entreprise. Oui. Que les gens soient au bon endroit, sur des missions sur lesquelles ils se sentent, et que tout ça, ça participe à quelque chose qui soit un peu plus grand que nous, chefs d'entreprise ou employés. On est un collectif et on va apporter quelque chose de positif à... Je vais laisser Olivier nous dire comment il vit le passage du salarié à l'entrepreneur, mais juste une dernière question, une réponse rapide par rapport à Christian, par rapport au recrutement. Quand on a à ce point un ADN très, très, très puissant et des critères très forts en fait de constitution d'une équipe, comment on choisit ces équipes? Comment on repère dans les équipes qui vous rejoignent en ce moment cette adhésion qu'ils vont avoir? Comment on leur vend le truc et comment on est sûr qu'on a les bons pour mener cette aventure collective pour le coup? Eh bien, du coup, ça... Faut pas se beaucoup de louper, hein. Ouais, je pense qu'on a beaucoup de chance en fait, hein, parce que nous avons réussi à donner une visibilité intéressante à Omni aujourd'hui, et nous avons donc un très grand nombre de candidats extrêmement qualifiés qui viennent travailler pour nous avec la... Donc le plus dur c'est de choisir. Le plus dur, c'est de choisir. Bon, c'est des bonnes nouvelles ça. Le plus Ouais. dur, c'est de choisir. Olivier, ce passage de la vie de salarié
à l'entrepreneur Je dirais que pour moi, qui donne du sens à sa vie et à celle des autres. Tout à fait. Alors pour moi, j'ai eu 20 ans de carrière professionnelle où c'est plutôt la partie esprit, cerveau qui fonctionnait. Et là, je dirais que la différence notable et très très importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un alignement total entre les tripes, le cœur et l'esprit pour me motiver chaque jour et donner du peps et de l'envie un peu de transformer les choses. Donc ça, cet esprit, cet alignement, en fait, il a été possible parce que j'ai démarré justement par le sens de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait créer. Et pour moi, c'est une sorte de dimension qui me dépasse aujourd'hui, puisque j'ai l'espoir de plein d'enfants, j'ai l'espoir de plein de familles, de pouvoir leur donner un rôle, une place à jouer dans notre société. Quand on part de ce sens-là pour créer quelque chose, il y a non seulement une énergie qui vient de l'intérieur, très très profonde, mais après on est aussi porteur d'un message qu'on va porter le plus largement possible, et on va aussi être entendu par plein d'acteurs qui veulent nous rejoindre dans cette aventure et dans ce chemin. Des acteurs, c'est-à-dire au sens par rapport à Biscornus, quel type d'acteurs? Alors les acteurs publics et des acteurs privés, donc des particuliers, des entreprises, mais aussi des mairies. Votre public d'ailleurs, c'est quoi? Vous évoquiez tout à l'heure les bureaux qui étaient désertés quand vous rentrez, quand vous créez votre entreprise. Ce n'est pas ce public. Quels sont vos clients en fait? C'est du B2B, c'est du B2C, c'est les deux? Alors c'est les deux. Ce sont les deux, d'accord. C'est les deux. En fait, commandez-moi des produits. Exactement. Vous pouvez commander. Alors on a été sur les marchés pendant un certain temps jusqu'à maintenant. Là, on est un peu obligé de lever le pied sur les marchés parce qu'on a beaucoup de demandes. Vous ne le pas suffisamment, il faut... Exactement, on a beaucoup de demandes. C'est un sujet d'une prochaine émission, la croissance post-Covid pour répondre à l'explosion. Oui. Donc, on fait maintenant plusieurs activités. On en fait du service de restauration en entreprise. On est chez Orange pour assurer leur restauration dans le nouveau siège social. À deux pas d'ici, dans leur magnifique juste à côté d'ici, exactement. Nous faisons des cocktails événementiels. Donc ça, c'est un autre métier qui est venu aussi en septembre avec Le Monde, où on a fait le cocktail d'inauguration, ou d'autres entreprises qui nous portent un peu dans ces sujets-là, dans ce projet-là. Et donc, de fil en aiguille, on est en train de développer des activités où il y a de plus en plus de places qu'on va pouvoir créer pour ces jeunes en situation de handicap. Tout ça en très peu de temps. Et tout ça, on va dire, en quand même drôlement bien parti quand même, parce que vous aussi, mais les deux aventures sont extrêmement rapides quand même. Eh bien, on espère que ça va se poursuivre, parce que là, l'objet de la société, justement pour Biscornus, c'est de maximiser le nombre d'emplois de personnes en situation de handicap, et de développer une économie qui va être durable pour avoir justement aucun impact ou le moins d'impact sur notre environnement. Est-ce qu'il y a une organisation qui regroupe un peu tous ces entrepreneurs, nouvelle vision d'entreprendre? Parce que vous êtes très proche dans votre approche, dans votre démarche. Il y en a quelques-unes. Hein. Oui, ça commence. Ouais, je pense que... De partage d'ambition, de partage d'expérience, ce serait fabuleux de partager tous ces rêves que vous avez en commun en fait. Oui, je pense que Mouvement Impact France, l'ancien Move qui a été remixé, Mouvement Impact France, et je pense que c'est un des acteurs. Commence un peu à rassembler. Moi, j'en fais partie. D'accord. Et on y voit beaucoup d'énergie. Voilà, c'est naissant, et je pense que ça regroupe. Après, il y a aussi d'autres groupes plutôt climat en fait. Climat dans le sens où on a un vrai enjeu de décarbonation. Exactement. Constant Porcher, il nous reste à peu près 2 minutes. Est-ce que vous trouvez que vos clients sont dans l'air du temps? Ne se posent pas les bonnes questions. Là, c'était en majorité. Voilà, c'était je ne voulais pas être négatif. Mais est-ce que vous avez le sentiment que les entrepreneurs français qui sont vos clients surfent sur ces mêmes idées? Est-ce qu'ils se posent ces bonnes questions ça met du temps dont on voit que c'est une tendance majeure et qui s'accélère avec cette période? Oui, ça a mis du temps à arriver, mais on sent bien, et puis il y a tout un tas d'impulsions, ne serait-ce que dans nos fédérations, pour les emmener vers une dynamique RSE beaucoup plus importante. Et de toute façon, elle est rendue nécessaire parce que pour continuer l'activité, il faut un carnet de commandes, mais il faut du personnel derrière pour produire. Mais qui met la pression? Parce que moi, je pense que cette pression, ils se la mettent tout seuls. Oui, mais c'est une démarche. J'ai le sentiment que ce qui a changé bizarrement quand même, parce que c'est pas forcément lié au Covid, mais le temps de la réflexion qu'on a tous eu pendant cette pause qui nous a été obligatoire, c'est que les clients se posent des questions qu'ils ne se posaient pas avant et imposent des critères qu'ils n'imposaient pas avant. Moi, on a vu ensemble récemment, effectivement, dans une réunion qui nous a réunis d'ailleurs, que de plus en plus, les gens veulent connaître tout sur un produit, qui l'a fabriqué, où, comment, dans quelles conditions, est-ce qu'il respecte les éleveurs, le bien-être animal. Tous ces enjeux-là, c'est quand même ce sont les clients qui mettent la pression en matière de RSE aujourd'hui. Ça, les entrepreneurs le ressentent, j'imagine. Absolument. Et pour les salariés... On a l'exemple, là, oui, mais bien sûr, création et qui prennent en compte toute cette dimension. Et donc, vous trouvez qu'est-ce qui va faire que les entrepreneurs qui n'y sont pas encore vont y aller ? Nécessité, parce que de toute façon, pour continuer à exister, il va falloir prendre ses virages, c'est tout. C'est tout.
Bien, et ce sera notre conclusion, messieurs. Prenez le virage, ou bien vous ne serez plus là pour la saison 4 d'Impact PME. Donc, ce serait vraiment dommage. Voilà, c'est dit. C'est dit, comme ça c'est clair. En tout cas, je suis sûr que vous allez donc prendre le pas à la fois de la RSE, de la quête de sens. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, on se retrouve bien évidemment aussi le 15 décembre au Carreau du Temple à Paris, je le disais en introduction, pour une grande journée d'inspiration, d'échange et de conseils, en collaboration bien sûr avec la CPME et BFM Business. Bonne fin de journée à tous et à très bientôt. Ciao. Impact PME l'hebdo.